L'Ukraine poursuit ses opérations militaires. Cette nuit, une raffinerie de pétrole russe à Engels, dans la région de Saratov, c'est-à-dire à environ 600 km de la ligne de front, a été ravagée par les flammes après une attaque de drone. Très impressionnant. Drone ukrainien, bien sûr. Toujours. En janvier, les forces ukrainiennes avaient d'ailleurs déjà attaqué un dépôt pétrolier dans la même ville, sur l'usine Crystal, qui fournit du carburant à cet aéroport de Engels 2, qui est une des principales bases militaires stratégiques du pays. Des riverains ont filmé la scène, alors que le gouverneur de la région de Saratov, lui, affirmait ceci. Je vous lis sa déclaration. Suite à une attaque de drone, un incendie s'est déclaré dans l'une des entreprises industrielles d'Engels. Entreprise industrielle, oui, voilà, on a compris. Aucune victime n'est à déplorer pour l'instant. Tous les services spécialisés travaillent sur le site. Donc, on est effectivement là, Michel Goya, dans la poursuite de ce que font les Ukrainiens depuis un certain temps maintenant, oui. Mais il n'y a aucun répit. Oui, non, mais bien sûr, c'est exprès. À la limite même, ils auraient peut-être pu étaler un petit peu toutes les actions pour maintenir l'attention permanente sur leur succès. Mais c'est le conseil que vous leur donneriez, Michel. Mais non, mais regardez, il y a eu par exemple une attaque le 30 mai, il y a eu une attaque à Vladivostok. À l'autre bout de la Russie, effectivement, voilà, à 8000 km. Qui a été attaquée, c'est classique. C'est-à-dire qu'il y a un commando qui s'est infiltré, qui a fait exploser des éléments dans une base. Mais finalement, c'est passé à travers parce qu'il y avait déjà quelque chose de plus fort qui était fait dès le lendemain. Donc non, il faut doser le spectacle. Pardon, justement, mais Anne l'a dit, ce dépôt de carburant précisément avait déjà été attaqué le 8 janvier dernier et avait, je crois, eu raison de 800 000 tonnes de carburant. Bien sûr. Non, mais attendez, ça veut dire que là, entre janvier et maintenant, on n'a pas appris de nos erreurs quand on est russe. On se refait bananer, sur les base d'Engels. La première attaque de bombardier, c'était sur Engels 2. C'était justement avec des bombardiers à ciel ouvert. Donc on y revient sans aucun problème. Non, mais c'est vrai, Guillaume a raison, Michel Goya. On est sans cesse en train de se rendre compte que les attaques de drones ukrainiens dans la profondeur russe sont réitérées, c'est-à-dire sont sur les mêmes cibles. Mais comment est-ce possible? Parce que vous êtes quand même aussi un de nos experts militaires à dire sur ce plateau que l'armée russe n'est pas constituée d'idiots seulement. C'est-à-dire qu'ils savent quand même, ils connaissent la chose militaire. Donc, qu'est-ce qui leur manque là pour pouvoir se protéger? Je ne comprends pas. Certes, ils ne sont pas idiots, mais parfois, on peut se poser la question quand même. C'est-à-dire que comment se fait-il on peut se poser la question. Non, mais c'est ça. Non, mais il y a parfois une inertie. Oui, c'est ça. C'est plutôt ça. À la fois une inertie, une forme de négligence aussi, qui est assez étonnante. Effectivement, des bombardiers stratégiques, il n'y a peut-être rien de plus précieux dans l'arsenal. Mais pourquoi ils ne les protègent pas? Et voilà, c'est bon. Voilà. C'est ce que certains militaires russes disent eux-mêmes, en fait. Voilà, il y a des plaintes au sein de l'armée russe, c'est-à-dire comment se fait-il que notre aviation ne soit pas mieux protégée, notamment notre aviation stratégique. Parce qu'en fait, c'est ça que ça date de 2022. Mais pardon, mais comment est-ce qu'on protège un site comme ça? Grâce à quoi? Alors, site pétrolier comme ça, par exemple, ou un autre, mais déjà sur les avions, vous mettez des abris bétonnés, et déjà c'est plus compliqué, tout simplement. Alors les avions ukrainiens, ils sont protégés par des sites bétonnés aussi? Oui. On n'en parle pas. Oui, alors ils sont dispersés, ils sont camouflés, ils utilisent, tant que possible, ils utilisent par exemple des routes. Oui, ils sont beaucoup plus dissimulés. Mais là, après, défendre des raffineries, c'est... L'intérêt de frapper des raffineries, c'est d'abord, évidemment, il y a un impact considérable, économique, un impact militaire aussi. Tout ça, ça peut alimenter le carburant qui est nécessaire sur le front. C'est le but. Et ensuite, c'est possible. C'est-à-dire que les drones qui sont utilisés par les Ukrainiens ne sont pas forcément de grande puissance explosive. Mais là, vous avez des cibles qui sont relativement faciles, qui ne vont pas bouger. Les raffineries, c'est quand même assez énorme. Vous pouvez difficilement les protéger, vous pouvez difficilement les mettre sous abri ou sous filet. Et donc, ce sont des cibles qu'on peut encore taper éternellement. Donc, voilà, les Ukrainiens, ils ont cet atout. Ils ont de plus en plus de moyens de frapper dans la profondeur, donc ils utilisent à fond. Ils ont deux atouts, ils ont ça et les drones sur le champ de bataille, qui freinent un peu la progression russe. Des drones qui fabriquent maintenant par millions chaque année. Ça veut dire qu'ils ne lâchent rien en tout cas. Donc ils lâchent rien, mais je pense qu'ils échangeraient ça contre la possibilité d'arrêter complètement les forces russes sur la ligne de front, quoi.
Nous rejoignons maintenant Gwendoline de Bono. Vous êtes à Odessa, en Ukraine. Merci d'être avec nous en direct, Gwendoline. Après justement cette opération menée de main de maître, l'opération Toile d'araignée, Pautina, on dit en russe. Ah oui. Voilà. Est-ce que les Ukrainiens sont requinqués ou est-ce qu'ils craignent cette riposte militaire russe? Est-ce qu'ils en parlent ou est-ce qu'ils ne la craignent pas? Oui, alors, vous savez, la nuit dernière, l'Ukraine a été attaquée par plus de 400 drones et missiles russes. C'était pareil la semaine dernière. Je ne sais pas si vous l'entendez là, mais il y a une alerte aérienne. Donc, si vous voulez, ce que vous disent les Ukrainiens quand vous discutez de ça avec eux, c'est qu'avec ou sans cette opération Toile d'araignée du SBU, de toute façon, la Russie bombarde massivement le pays et ça de manière de plus en plus régulière. Donc, on ne sent pas une inquiétude sur cette éventuelle riposte, qu'elle est déjà eu lieu ou pas. En revanche, on sent que cette opération, elle a donné du baume au cœur aux Ukrainiens. Il y a, et ça on le sent aussi, une fierté d'avoir réussi à tromper l'ennemi, d'avoir mis en place, planifié ce cheval de Troie au cœur même de la Russie. Pour les Ukrainiens, ça montre que le pays a encore des cartes en main, que ses services sont performants. Et puis, vous savez, sur le front, l'omniprésence des drones, elle rend très difficile en fait la planification d'offensive, elle rend très difficile les avancées. Donc voilà ce que nous disait un officier du renseignement. Il n'y a pas le choix. Seul ce genre d'opération comme Toile d'araignée en Russie peuvent exercer une forme de pression sur le Kremlin. Merci beaucoup Gwendoline de Bono. On entend effectivement l'alerte aérienne derrière vous. Allez vite vous mettre à l'abri. On tient à vous évidemment. Colonel, il y a aussi une autre image qu'on voulait vous montrer. Image de l'Ukraine qui a frappé aussi du côté russe une base de missiles russes. Ça se passe dans l'oblast de Bryansk. Et elle a réussi, l'Ukraine, à endommager des lanceurs de missiles Iskander. Oui. Autrement dit, ces lanceurs-là servent à viser l'Ukraine. Donc là, on est dans une parfaite logique d'autodéfense. C'est avec ces appareils-là qu'on vise l'Ukraine, mécaniquement on les rend inopérants de manière à se protéger de prochains coups en fait. Oui, bien sûr, les Iskander, ce sont des missiles balistiques, ce sont les instruments de frappe les plus dangereux en réalité dans l'arsenal russe, par leur nombre et par leur puissance, leur précision. Alors ils n'ont pas une portée qui est très importante, c'est aux alentours de 500 km, donc ils sont obligés d'être relativement près de la frontière ukrainienne pour pouvoir les lancer. Et c'est comme ça que les Ukrainiens ont pu les repérer, ce qui n'est pas évident. Ce sont des systèmes qui sont mobiles, on les voit, ils sont camouflés. Arriver à repérer, à trouver des sites comme ça et pour les frapper dans la foulée, c'est pas évident du tout. Donc je sais pas très bien d'ailleurs comment ils ont fait. La question se repose encore une fois de la sécurité de ces lieux. Oui, non, bien sûr. On tourne en rond là-dessus, mais clairement, il y a un vrai bien sûr. Non, mais on y revient. Cette batterie d'Iskander, parfois les Iskander, c'est précieux aussi. Ça coûte cher. Pourquoi c'est pas protégé par des défenses antiaériennes? Pourquoi est-ce qu'ils sont seuls comme ça là, ils sont pas protégés? Un Iskander peut frapper jusqu'à 500 km. Oui, donc en effet, c'est hyper stratégique de les viser, l'île de Crimée. Oui, d'autant plus que c'est dur de les intercepter. C'est très difficile de les intercepter, ils vont trop vite. Donc c'est possible. Donc si on peut les taper au départ, c'est encore mieux. Et oui, Aline. L'Ukraine a besoin de défense aérienne. Elle le dit, elle supplie, elle le répète depuis des mois. C'est finalement il y a la situation militaire sur le front qui n'est en réalité pas du tout désespérée. En revanche, sa faiblesse, c'est l'architecture de sécurité de son ciel. Donc elle a besoin de défense aérienne. Elle n'a pas assez finalement pour endiguer à 100% contrer toutes les attaques. Donc la solution, c'est d'aller frapper les lanceurs de missiles, l'archer en fait. C'est une formule en Ukraine qui circule beaucoup. Aidez-nous à aller détruire les archers autant que les flèches. Donc c'est très exactement ça. Et l'Ukraine a décidé de se défendre et a décidé de faire reculer la Russie. Donc en termes de sanctions et de pression, c'est absolument majeur. Il n'y a que ce langage-là d'ailleurs que la Russie comprenne. C'est ce que l'Ukraine répète. Et encore une fois, ces sites-là détruits, c'est potentiellement des vies sauvées dans les villes ukrainiennes, parce que c'est de là que partent les missiles qui vont aller assassiner les femmes, les enfants, les personnes âgées de l'autre côté. Donc en fait, d'un point de vue strictement militaire, stratégique et de société, oui, c'est l'enjeu absolu. L'Ukraine cherche à affaiblir, à détruire l'appareil militaire, la machine de guerre russe. Donc ça en fait, c'est un élément majeur. Ce matin tôt, une locomotive de secours a déraillé en Russie, dans la région de Belgorod, après qu'un
qu'un explosif a été placé sur les rails. Ça a été annoncé par le gouverneur Vyacheslav Gladkov. La circulation des trains, donc en Russie, a été retardée de 2h30. Et il y a quelques jours, sur le même tronçon, le 25 mai, il y avait eu une autre explosion, également sur le même tronçon de train qui n'avait pas déraillé. Et on se souvient que le 31 mai, c'est-à-dire la veille du début de l'opération, la fameuse opération Toile d'araignée, suite à l'effondrement d'un pont routier aérien, eh bien un train avait déraillé justement dans une autre région. Ce sont toutes des régions frontalières de l'Ukraine et du front, dans la région de Bryansk, et il avait tué, ça avait provoqué la mort de 7 personnes et blessé 69 personnes. Donc Michel Goya, qu'est-ce qui se passe en Russie avec les trains? Parce que là, on a eu l'opération Toile d'araignée où bien sûr il s'agit d'avions, où bien sûr ça a été revendiqué immédiatement par les services ukrainiens, avec une opération de communication de main de maître. Mais côté train, il n'y a évidemment aucune revendication, il n'y a rien qui n'est dit. Je pense que c'est voulu. Et évidemment, les Russes en profitent parce que là, il s'agit de morts de civils. Donc côté russe, on a en Russie la dénonciation de ce que les Russes appellent le terrorisme ukrainien. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des morts de civils. Voilà. Effectivement. Alors, il ne faut pas exclure dans ce cas-là, d'ailleurs, la possibilité d'un accident, un vrai accident. Mais pour le reste, la particularité de ces opérations, contrairement à l'opération Toile d'araignée, c'est que pour frapper, pour détruire des ouvrages comme ça, il faut beaucoup de moyens. C'est-à-dire que c'est peut-être plus compliqué que l'opération de Toile d'araignée. Il faut amener beaucoup d'explosifs sur place pour arriver à faire des destructions importantes. Alors, c'est pas la première fois qu'ils le font, mais c'est une opération qui est toujours extrêmement délicate. Alors, peut-être qu'ils la revendiquent pas aussi parce que les Ukrainiens qui ont fait ça, le commando qui a fait ça, est peut-être toujours sur place. Vous pensez que c'est une des raisons peut-être pour lesquelles ils... Je ne sais pas. D'abord, oui, parce que c'est... Ils ne revendiqueraient pas. Ça peut être qualifié très vite d'attaque directe contre les civils, alors que le réseau ferré est aussi un élément considérable, très important. En tout cas, c'est évidemment ce que les médias russes d'État disent et répètent, bien évidemment. C'est très important pour la logistique militaire, la voie ferrée.